Accident de chemin de fer près de Dole en Bretagne et les Vilaines, on déplore une dizaine de morts et des blessés. L'autorail semble avoir roulé trop vite. Le garde des Sceaux continue ses entretiens avec les délégués du personnel pénitentiaire. L'agitation dans les prisons diminue, bien qu'il y ait eu une mutinerie hier soir à Aix, dans le Lot-et-Garonne. Natation, après les victoires des anciens Michel Rousseau et Claude Mandonneau, le directeur de l'équipe de France, M. Garoff, et la championne Guylaine Berger sont sur notre plateau pour faire le point avec Pierre Loctin à quelque temps des championnats d'Europe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end et si vous reprenez le collier aujourd'hui, comme l'on dit, après les vacances pas trop mouvementées, eh bien, je vous souhaite que tout aille bien dans vos activités, dans votre travail, pendant les semaines et les mois à venir. En Europe occidentale, ce week-end a été marqué par la violence. Ainsi, 4 attentats à la bombe ont été commis la nuit dernière à Bruxelles contre des établissements bancaires espagnols et contre le bureau de la compagnie aérienne Iberia. Le groupe d'action révolutionnaire international, GARI, revendique ces actions, comme il l'avait fait récemment, dans le sud-ouest, en France, et annonce d'autres actions. À Paris, vous savez qu'après les explosions d'avant-hier dans des voitures piégées, il y a eu un certain nombre de protestations. Et en Italie, une bombe hier devant un magasin de Monza, non loin de Milan, alors que le pays est encore sous l'émotion due au carnage provoqué par l'explosion d'une bombe dans un train express. Le train Italicus, explosion qui a fait, nous vous l'avons dit hier, 12 morts et 50 blessés. Victor Vraman vous donnera les réactions dans quelques minutes. Un engin explosif a été trouvé en Autriche, dans le rapide de Vienne-Bregenz. En France, un grave accident de chemin de fer, l'autorail Caen-Rennes est sorti des rails, des morts, des blessés. À 21h25, hier soir, l'express Caen-Rennes aborde trop vite la courbe à l'entrée de Dole de Bretagne. 250 personnes bondissent des 6 wagons en hurlant. Les enfants affolés s'échappent du convoi couché sur la voie à 500 mètres de la gare. Une nuit effroyable commence. Les pompiers des 4 grandes villes d'Ille-et-Vilaine, 4 groupements de gendarmerie organisent les premiers secours. Après plusieurs heures, les premiers rescapés revivent la course du train fou. On a vu passer le contrôleur dans le wagon, qui était complètement affolé, mais ce train devrait s'arrêter, devrait freiner. Vous voyez bien, le train roulait vraiment à une vitesse excessive. Puis 2 secondes plus tard, c'était la catastrophe, quoi. Le train chavirait, on s'est tous cognés dans le wagon. Bien sûr, après, on a essayé de sortir le plus rapidement possible des wagons et on était voir à la tête du train où les gens criaient, mon enfant, on a donné le premier secours à une jeune fille qui était là, qui était gravement blessée. On a dirigé tout de suite sur Saint-Malo. Les secours sont arrivés, je vous dis, à peu près un quart d'heure, 20 minutes après. Enfin, c'est toujours long quand on attend des secours pour une blessure urgente, quoi. Enfin, ce qui me concerne. Hein. Qu'est-ce que le choc? Comment ça s'est passé? C'est vite fait, hein. Ça, de bousculer à la cour, on s'est retrouvé un peu partout. On est sorti par les fenêtres. Dans les tôles broyées, les sauveteurs cherchent toute la nuit. Ils parviennent à sortir 5 corps dès hier soir. 13 blessés graves sont évacués sur les hôpitaux de Saint-Malo et de Rennes. Il faudra 4 heures de lutte pour arracher un jeune homme du magma de ferraille, 4 heures avec les jambes broyées et en présence d'un cadavre. Les blessés légers et les passagers indemnes rejoignent Rennes à bord d'un train de secours où d'autres ambulances les attendent. Déjà, une grue de levage de la SNCF est prête à minuit pour arracher ce qu'il est possible de sauver. La boîte noire de la locomotive, placée sous scellé, permettra peut-être d'expliquer pourquoi le train fou n'avait pu déjà marquer l'arrêt convenablement à Pontorson, son dernier arrêt avant le drame. Prison, une nouvelle mutinerie, elle a éclaté à la centrale de Aix, non loin de Villeneuve-sur-Lot, tard hier soir, et elle a duré plus de 2 heures. Les CRS et les gendarmes mobiles sont intervenus, tandis que les sapeurs-pompiers maîtrisaient l'incendie des dortoirs des détenus, où ceux-ci avaient mis le feu. 5 corps de sapeurs-pompiers avaient dû être appelés d'urgence devant les proportions que prenait le sinistre, mais fort heureusement, il n'y a pas de victimes. Au ministère de la Justice, suite des entretiens entre M. Jean Le Canuet, garde des Sceaux,
et les représentants des syndicats de l'administration pénitentiaire. Ces entretiens ont commencé il y a quelques instants. Voyons maintenant notre séquence étranger. Les journaux italiens sont pratiquement unanimes. Il s'agit d'un attentat organisé par un mouvement néofasciste, peut-être par une organisation qui se fait appeler Ordre Noir. En fait, c'est l'expression stratégie de la tension qui revient le plus souvent dans les journaux italiens. Cela consiste à faire peur aux Italiens, à jouer la politique du pire pour imposer un régime d'extrême droite. D'où évidemment la réaction immédiate des syndicats. Aujourd'hui, il y aura des arrêts de travail et des manifestations dans toute l'Italie. Il y aura en particulier une grève générale de 8 heures à Bologne parce que l'attentat s'est produit près de Bologne. Les trains vont s'arrêter ce soir pendant 2 heures. Les syndicats ont garanti toutefois le fonctionnement des transports et des services publics pour ne pas gêner la population. Bien sûr, la police recherche les responsables de cet attentat. On parle d'un jeune homme qui serait monté dans le train à Florence. Il y a eu des perquisitions à Rome, mais jusqu'à maintenant aucune arrestation. Dans un message, un groupe de réfugiés russes accuse même les services secrets soviétiques d'avoir provoqué cet attentat pour favoriser l'arrivée au pouvoir du Parti communiste italien. Mais cela ressemble beaucoup à une diversion de la part des groupes néofascistes. À Chypre, les experts militaires de la Grèce, de la Turquie, de la Grande-Bretagne et des Nations Unies n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur les tracés des lignes de cessez-le-feu. Jeudi doivent reprendre à Genève les conversations sur l'avenir de Chypre. Le président de l'île, M. Glafkos Klérides, est rentré à Nicosie hier après un dimanche à Athènes où il s'était entretenu avec M. Karamanlis à la suite, a-t-il dit, du durcissement de la position turque. La police est sur le pied de guerre en Argentine après la vague d'attentats, de troubles et de manifestations de ces derniers jours. Cette nuit, une bombe de forte puissance a éclaté à Buenos Aires au siège d'une annexe financière de la société Renault Argentine. Des bombes ont également été lancées sur la permanence d'un mouvement péroniste de gauche et sur un local du Parti communiste. Très violent combat depuis 48 heures au Sud-Vietnam dans le district de Duc Duc à 40 km au sud-ouest de Da Nang. Déjà 278 morts du côté du front et 45 du côté des gouvernementaux d'après un porte-parole de Saigon. Le chef de l'État sud-vietnamien, le général Nguyen Van Thieu, déclarait hier « Ceux qui croient encore que les communistes respecteront la paix et pensent qu'ils ne violeront pas le cessez-le-feu ont perdu leur faculté de jugement ». M. Fahmy, ministre égyptien des Affaires étrangères, arrive à Paris, où il présidera avec M. Jean Sauvagnargues la commission mixte franco-égyptienne créée au mois de décembre 1973. L'un des thèmes de ces travaux sera, dit-on au Caire ce matin, la nécessité d'accroître la coopération économique entre la France et l'Égypte. Au même moment, le journal fort influent du Caire, Al-Ahram, écrit aujourd'hui que le dialogue euro-arabe est dans l'intérêt aussi bien de l'Europe que des Arabes, et il souligne le rôle important de la France dans cette coopération. Le temps aujourd'hui, il sera souvent très nuageux, de la Manche orientale aux frontières du nord et du nord-est, mais de belles éclaircies se développeront dans l'après-midi. Sur le reste du pays, le temps sera généralement ensoleillé, les températures seront en hausse et nous en avons bien besoin. En effet, le mauvais temps a régné un peu partout depuis quelques jours. Des orages, par exemple, se sont abattus la nuit dernière sur la Haute-Vienne, ainsi que dans le Cher, notamment dans la région de Saint-Amand-Montrond, et ont provoqué d'importants dégâts. À Masseray, dans la Corrèze, un troupeau de moutons a été totalement décimé par la foudre. Dans le Lot-et-Garonne, d'importantes chutes de grêle ont détruit des arbres fruitiers et des plantations de maïs et de tabac. En Bretagne, des torrents de boue. Voici les images. Des dizaines de serres ont été ravagées en Bretagne par les orages d'une grande violence et des pluies torrentielles. Les cultures ont été détruites, des toitures éventrées en différents endroits du département des Côtes-du-Nord, où une école d'horticulture a été saccagée par les grêlons. La ville de Plouaga a été particulièrement touchée. Mais à Guingamp, Paimpol et d'autres villes de cette région, plusieurs magasins ont été inondés. Les récoltes d'orge, de blé et d'avoine sont souvent détruites à 100%. Il y a des gens qui perdent courage facilement et d'autres qui, au contraire, essayent avec une grande volonté de lutter contre les maux dont souffre leur corps. Hier, un handicapé physique, M. Noël, paralysé des jambes, s'est mis à l'eau pour tenter de faire Dieppe-Calais à la nage. Il compte 150 heures. Il y a 2 ans, dans la baie des Anges à Nice, il avait déjà nagé pendant plus de 100 heures. Un autre handicapé physique, M. Arnaud de Megève,
amputé à la hauteur du tibia, a réussi, lui, l'ascension du Mont Blanc par le versant nord. Comment les handicapés physiques parviennent-ils à passer des vacances en prenant cette détente physique et morale qui permet de retrouver l'équilibre compromis par une année de travail? Tel est l'objet du reportage que je vous invite à suivre. Tu vois, tu vas faire de partir de vacances. Content, hein? Des vacances, malgré tout, pour Pascal. Pascal, 14 ans, touché par une maladie qui atteint les muscles. Myopathe, il est contraint de vivre dans un fauteuil roulant. Seul déplacement pour lui, le chemin de l'école pour handicapés, où il est admis en cours moyen. C'est dans une colonie de vacances dotée d'un personnel d'encadrement spécialisé, une colonie sanitaire qu'il ira. Perspective fantastique, 35 jours en pleine nature. Un séjour entièrement pris en charge par la sécurité sociale. C'est un enfant qui est l'objet de soins constants. Vous pouvez difficilement l'emmener avec vous en vacances. Oui, nous ne pourrons pas l'emmener en vacances, parce que nous n'avons pas ce qu'il nous faut pour faire les soins là-bas. Les myopathes, les soins, il faut les faire comme un bébé pour sa toilette, pour tout ça. Comment ça va se passer pour toi? On fait des promenades, on fait des veillées, il y a une bibliothèque. Est-ce que c'est difficile d'obtenir une place en colonie de vacances pour un enfant handicapé? C'est assez difficile. Il faut se prendre assez tôt. Faire une demande à la sécurité sociale, mais qu'à un mois, nous l'avons. Ça ne t'ennuie pas de quitter tes parents? Non. Non, ça ne m'ennuie pas. Ce qui compte, c'est de partir. Oui, c'est sûr. Oui. Train express 3715 à destination de Quimper. Pour ceux dont le handicap est moins grand, il existe des colonies de vacances adaptées à leur rythme de vie, avec des activités qui se rapprochent de celles des jeunes valides. De nombreuses associations, comme celle des Paralysés de France, organisent des séjours pour handicapés moteurs. Leurs dossiers sont constitués par des assistantes sociales, les prix du séjour calculés selon le niveau de ressources des parents. Mais bien sûr, tous ne pourront partir. Les centres ne sont pas assez nombreux. Est-ce qu'un enfant handicapé, dont les parents n'ont pas de moyens, peut partir? Oui, en étant aidé par l'employeur, par des caisses complémentaires et par la délégation d'origine, qui, elle, se charge de recruter les fonds pour pouvoir faire partir cet enfant. Des départs qui parviennent à se faire sans grand problème, avec le concours de secouristes et l'aide de jeunes bénévoles. Des vacances qui se renouvellent à chaque congé scolaire. Mais ces enfants ne souffrent-ils pas de la séparation? C'est sa mère qui souffre plus qu'elle. Est-ce que ces colonies lui sont profitables? Très profitable, parce qu'en fait, c'est le problème de ces enfants, c'est qu'il faut qu'ils restent entre eux, enfin, qu'ils ne restent pas surtout avec la famille, mais qu'ils puissent s'ouvrir sur le monde extérieur. Ils ne sont pas trop protégés. Et en fait, ils ont tendance à être surprotégés. Oui. Et au contraire, en colonie, ils se retrouvent entre eux, ça leur fait le plus grand bien. Des vacances pour chacun à sa mesure. Huit records nationaux battus, un record égalé, tel est le bilan provisoire des championnats de France de natation qui s'achèvent aujourd'hui à la piscine des Tourelles. 20 records avaient déjà été améliorés cet hiver. À 15 jours des championnats d'Europe, la natation française confirme son renouveau. Et les anciens ont donné le ton. Ainsi, Rousseau, que l'on voit ici enlever le 100 mètres, avait déjà remporté le 200 mètres en battant le record de France en 1 minute 54 secondes 61 centièmes. Le vice-champion du monde est en forme, il sera le favori du 100 mètres de Vienne. Au cours de ces championnats, une grande révélation sur 100 mètres et 200 mètres d'eau, son nom Sylvie Charrier. Elle a 15 ans, elle est élève de seconde à Lille et appartient à l'un des meilleurs clubs de natation de France, le Lille Université Club, qui a remporté pas moins de 25 médailles depuis le début des compétitions nationales. Sylvie Charrier est un grand gabarit, elle mesure 1,74 m. Dans le 100 mètres, elle a fait sensation en réussissant à tenir tête pendant 80 mètres à Sylvie Lenoac en améliorant pour la 3e fois depuis le début des championnats la meilleure performance des 15 et 16 ans en réussissant 1 minute 7 secondes 49 centièmes. De la 26e place qu'elle occupait cette année dans la hiérarchie européenne, elle passe à la 9e et peut prétendre accéder dans 15 jours à la finale de Vienne. Sur 200 mètres, pratiquement même progression, elle se rapproche de Sylvie Lenoac et se retrouve à présent en 12e position dans le classement européen.
Sylvie a fait mieux que Christine Caron au même âge. Oui, bien sûr. Mais enfin, il faut dire aussi qu'il y a eu des progrès dans toute la natation. Donc Christine Caron, quand elle faisait 7 ans, c'était très, très bien. Si vous voulez, c'est normal que ce record soit battu. Bien que Christine Caron était une très grande championne. Et c'est du reste qui me fait plaisir, c'est qu'elle batte le record de Christine. Comment avez-vous découvert Sylvie Charrier? Elle est venue à notre école de natation. Comme elle nageait très bien en brasse et que j'avais une brasseuse, je l'ai montée dans mon groupe de compétition. Mais étant donné qu'au Luc, on fait beaucoup de catenage, quand je l'ai mise sur le dos, j'ai dit, mon Dieu, elle a vraiment des qualités de dossiste. Et on l'a bien entendu perfectionnée en dos, quoiqu'elle continue toujours à faire du catenage. Go! Charrier! Pour Sylvie, ce sera bientôt la grande aventure des championnats d'Europe. À Vienne, elle peut fort bien surprendre à nouveau. Et bien maintenant, l'objectif pour Gérard Garoff, qui est le directeur technique de la natation française, et pour Guylaine Berger, bien entendu, c'est Vienne, c'est-à-dire les championnats d'Europe de natation. Gérard Garoff, si vous voulez bien, nous allons passer en revue les chances françaises avant ces championnats d'Europe de Vienne. Alors tout d'abord, chez les hommes. En 100 mètres, Michel Rousseau, bien sûr. Bien sûr, Michel Rousseau a à défendre un titre de champion d'Europe, et étant donné la forme qu'il connaît actuellement, il peut très bien y parvenir malgré les dangers que présente pour lui la forme de Steinbach en particulier. C'est ça. Et il ne courra pas le 200 mètres précisément pour se réserver pour le 100 mètres. Non, et je pense qu'il faut remercier Michel Rousseau de sacrifier ses chances personnelles sur 200 mètres, car il est certainement le meilleur Européen actuellement sur 200 mètres, au profit de l'équipe de 4x200, qui, elle, possède aussi des chances sérieuses. En brasse, nous avons Bernard Combet, qui peut être finaliste sur 100 mètres. Bernard Combet suit une carrière tout à fait régulière et il est en progrès constant d'année en année. 400 mètres, il faut parler de Lazaro, bien sûr. Marc Lazaro, qui est également dans la hiérarchie européenne, sous réserve qu'il nage autour de 4,5, 4,6, peut espérer également avoir quelques chances. Voilà les chances françaises chez les hommes. Et chez les dames maintenant. Alors au 100 mètres, bien entendu, notre invité du jour, qui est Guylaine Berger et Claude Mandonou. Bien évidemment, une jeune, disons, nageuse à l'échelon international et une ancienne qui vont apporter pour notre natation, notamment dans les relais, un renouveau certain. Alors, le 100 mètres, mais aussi le relais 4x100 mètres. Bien sûr, le 4x100 mètres. Avec Chantal Scherz. Pour le moment, n'est devancé dans les bilans européens que par l'Allemagne de l'Est, qui est recordwoman du monde, et par la Hollande, que nous pouvons espérer accrocher. Guylaine, je pense que ces championnats de France n'étaient pas le but suprême de votre saison, ce sont plutôt les championnats d'Europe. C'était donc un point de départ pour vous. C'était un point de départ et ces championnats m'ont servi de savoir où exactement j'en étais. Et je crois que les championnats d'Europe, c'est le but de toute la saison que j'ai faite depuis cette année. Vous serez donc en forme au jour J et votre objectif premier, c'est de battre, bien sûr, le mur des 59 secondes. Je serai en forme, du moins je l'espère, et c'est mon but de descendre en dessous des 59 et je crois que c'est peut-être pratiquement fait. Oui, vous l'avez fait au championnat du monde, vous avez battu le record de la minute. Et quelle préparation comptez-vous avoir avant ces championnats d'Europe? Surtout une préparation au point de vue affûtage et prise de vitesse. Je vais travailler aussi mon retour du dernier 50 mètres. Et là, j'ai 10 jours à passer à Maubuisson où je crois qu'on va le travailler sérieusement. Bien, merci Guylaine. Nous continuons nos possibilités, à parler de nos possibilités pour Vienne. Alors sur 200 mètres également, des possibilités de place de finaliste. Sur 200 mètres, nos deux jeunes filles peuvent aussi espérer faire quelque chose de pas trop mal. Mais là, ça sera peut-être un petit peu plus difficile, étant donné que le jeu n'est pas égal entre les jeunes filles d'Allemagne de l'Est et les nôtres, sur le plan des disponibilités, notamment pour les temps d'entraînement. Possibilité également sur 100 mètres et 200 mètres d'eau, avec Leneuac et Charrier. Là aussi, la natation féminine revit et Sylvie Charrier, les deux Sylvie, peuvent également espérer une bonne place. Disons qu'il y a un cas à part, une jeune fille qui s'est illustrée au cours des championnats de France. Elle est venue assez tardivement à la natation, c'est Muriel Schmitt. Oui, je crois. Elle n'est d'ailleurs pas la seule. Il y a dans cette équipe nationale qui va être à Vienne une alliance assez heureuse entre des anciens et des plus jeunes. Et Muriel Schmitt est certainement la brasseuse d'avenir. Bien, une particularité au cours de ces championnats de France, il faut noter les performances réalisées par tous ces jeunes gens qui appartiennent au lycée technique de Font-Romeu, au lycée sportif de Font-Romeu. En effet, Font-Romeu a été la première expérience de sport-études et c'est une expérience que nous espérons maintenant pouvoir développer en la régionalisant sur toute la France. Il existe actuellement 7 lycées-études et vous comptez bien entendu les multiplier. C'est cela.
Bien, Monsieur Garoff, Mademoiselle Berger, je vous remercie d'être venu au journal de 13h. Je vous disais en commençant cette édition que les représentants de l'administration pénitentiaire étaient reçus place Vendôme par M. Le Canuet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. On vient de me dire qu'ils avaient terminé leurs entretiens. Rendons-nous place Vendôme pour voir ce que ces messieurs ont à nous dire après leur entretien. À vous la place Vendôme. Vous venez de passer 1 heure dans le bureau du garde des Sceaux, condamner ces négociations. Eh bien, le garde des Sceaux a bien voulu nous faire part des décisions du gouvernement sur la base de nos revendications initiales. Il a fait état de l'enveloppe mise à sa disposition par le gouvernement pour satisfaire une partie des revendications exposées par le personnel pénitentiaire. Nous lui avons fait remarquer qu'il s'agissait là, certes, d'une revalorisation de type financier, mais que le fond du problème, à savoir la place des personnels dans l'institution de justice pénale rénovée, devait recevoir à la fois des précisions et une confirmation au sein d'un comité technique paritaire. C'est ce à quoi s'est engagé le garde des Sceaux, puisque nous tenons cet après-midi un comité technique paritaire central. Peut-on s'attendre à une reprise du travail prochaine dans les prisons? Le mouvement, je le répète, a été spontané. Les organisations syndicales, Force ouvrière, CGT, CFDT, ont couvert et approuvé ces mouvements. Ils vont, et c'est naturel, elles vont, et c'est naturel, se retourner vers la base et leur demander ce que ces bases en pensent. Et ce n'est qu'à partir de cet après-midi ou demain matin que nous aurons les premiers éléments qui confirmeront ou infirmeront, disons, une position qui n'est pas celle d'un mécontentement aujourd'hui. Je vous remercie. C'est Bettina Jonick qui, dans la nuit, chante Brecht et les compositeurs de Brecht dans Cœur de veille. Ceci dans les jardins de la Fondation Magde à Saint-Paul, au-dessus de Nice, pour le 10e anniversaire de cette célèbre institution connue dans le monde entier sous le nom de Fondation Magde. Et dans un instant, ce sera Cecil Taylor, accompagné par James Lown et Andrew Cyril. La Fondation Magde est un des endroits parmi les plus connus et certainement parmi les plus visités de la côte française méditerranéenne. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas une école, ce n'est pas un institut, c'est un lieu consacré à l'art contemporain. Un lieu ouvert au public, où, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur,
sont présentées des sculptures et des peintures d'artistes célèbres de notre époque. Mais c'est aussi un point de rencontre pour les artistes. Et à l'occasion du 10e anniversaire de cette fondation, des peintres et des sculpteurs se sont réunis au cours d'une sorte de déjeuner familial. Et nous avons profité de ce rassemblement qui ne se reproduira peut-être jamais plus pour demander à ces artistes déjà célèbres et venus de tous les coins du monde de nous dire ce qu'est, selon eux, cette célèbre fondation Mag. Ben, en un mot, qu'est-ce que c'est que la fondation Mag? C'est l'amitié au service de l'art, voilà. Monori. Je trouve que c'est une des manières les plus intelligentes et les plus généreuses de dépenser son argent. C'est une réunion d'œuvres d'art à un moment donné, liée par l'effort de certains hommes, de quelques hommes, et qui va certainement se continuer dans ce sens-là. Ça a commencé dans la folie, dans l'irraisonné, et que rien que la folie devient une chose raisonnable et merveilleuse. Rébérol. C'est un endroit libre et ouvert. C'est surtout parce qu'il est finalement libre qu'il est formidable. Adami. C'est une dimension dynamique. C'est-à-dire c'est un acte vivant. C'est un acte vivant, si vous voulez. Diego Giacometti. Pour moi, c'est la folie d'un homme qui a réussi, qui a très bien réussi. J'ai l'idée à la Fondation Mag, qu'est-ce que c'est? Un ensemble considérable de problèmes et beaucoup résolus, je pense. Ce qui n'est pas facile, hein? Quel est le plus grand? Les plus grands problèmes. Dans ce domaine? Les problèmes résolus dans la Fondation. Moi, je crois que les rapports entre l'art et les gens. Pour les gens, c'est un lieu de surprise sans cesse renouvelé. Et maintenant, vous aimez Mag, qu'est-ce que c'est que la Fondation Mag après 10 ans d'existence, jour pour jour, et que sera-t-elle demain? C'est une maison où tous les amis, tous les artistes, tous les poètes, tous les musiciens, tous les artistes se réunissent et sont autour de moi pour m'aider à réaliser, à lancer un message le plus large possible à des gens qui actuellement semblent s'y intéresser le plus possible puisque nous avons une fréquentation de plus en plus importante. Disons que pour les 10 années, nous avons tout de même eu 1,5 million de visiteurs en 10 ans. Ce message en faveur de l'art moderne? Oui, évidemment, en faveur de l'art moderne, disons de l'art vivant. Vous permettez, j'aime mieux ce terme-là. Et dans 2 ans, Aimé Mag, la Fondation Mag aura doublé de surface au sol. Plus que doublé au sol, mais triplé en surface utilisable en différents étages. Et en particulier, il y a un lieu transformable qui pourra contenir 300, 800 ou 1000 spectateurs avec une scène éventuellement à l'italienne ou une scène au milieu des spectateurs. Pourra être une salle de cinéma, une salle de congrès, une salle de colloque avec tout le matériel, une salle d'enregistrement pour la radio, la télévision, où nous pourrons, nous espérons, y créer à ce moment-là une forme d'art qui se fait jour, c'est-à-dire c'est l'audiovisuel dont on parle beaucoup, mais qu'en bénéficiant de l'expérience que nous avons tous et l'aide de tous les artistes, donner des éléments pour l'audiovisuel de demain. C'est un mot que je déteste, le mot audiovisuel, mais enfin il est pratique, quoi. Tout le monde l'utilise. Voilà, à l'heure où on ne cesse de parler de culture et où les problèmes financiers semblent entraver les possibilités de développement des lieux culturels, la Fondation Mag va doubler ses activités. Ceci pour le plus grand prestige du village où elle est installée, Saint-Paul, entre Vence, Nice et Cannes. Le
marché de Paris aujourd'hui est irrégulier comme la circulation sur la route des vacances et creux comme une coquille de bigorneau vide. Les boursiers sont un petit peu déçus. Ils espéraient que la petite hausse d'été allait se développer, la petite hausse traditionnelle qui se développe quand la plupart de la clientèle est en vacances et que les vendeurs ne prennent pas d'initiative. Eh bien, cette hausse traditionnelle bute aujourd'hui sur la perspective d'une taxation des plus-values, sur l'agitation paysanne, sur la grogne des syndicats patronaux qui se plaignent de l'étranglement de l'investissement et sur l'agitation dans les prisons, car bien sûr les boursiers n'aiment pas le désordre. La faiblesse de la bourse n'est cependant pas en ce moment une spécialité française. Dans tous les pays du monde, les marchés sont en repli. L'incertitude règne dans l'ensemble du monde financier. Aux États-Unis, vous voyez les valeurs étrangères, elles ne sont pas mieux placées que les valeurs françaises. Aux États-Unis, où la bourse a baissé de 10% en 15 jours, le gouvernement commence à faire dire par ses porte-paroles que le plein emploi sans inflation n'existe pas et qu'il faut un certain volant de chômage pour maintenir la stabilité, ce qui laisse entendre que le taux de chômage, qui est de l'ordre de 5% actuellement aux États-Unis, pourrait progresser dans les mois qui viennent. En Grande-Bretagne, la bourse est à son niveau le plus bas depuis 15 ans. Elle a baissé depuis le début de l'année de 28,7%. Les industriels et les financiers accusent le gouvernement de faire une politique anti-entreprise qui ne peut que désorganiser l'économie. Et même en Allemagne, ce n'est pas l'euphorie. La très sérieuse Commerzbank annonce une augmentation dans les mois qui viennent du nombre des faillites. Partout, l'inflation et la lutte contre l'inflation mettent les trésoreries et les bénéfices des entreprises à rude épreuve. Et finalement, Paris, avec ses 16% de baisse environ depuis le début de l'année, n'est pas le marché le plus mal traité. Nombre d'entreprises d'ailleurs continuent d'annoncer, cette colonne n'est pas encore cotée, on peut, voilà, des baisses, et ça, il y a l'embarras du choix en ce qui concerne les baisses. Nombre d'entreprises continuent d'annoncer une activité en expansion, même si les bénéfices ne suivent pas toujours le développement du chiffre d'affaires. Parmi les derniers chiffres d'affaires en progression qui est annoncé, celui de Carrefour pour les 7 mois de 1974, plus 27%, celui des Skis Rossignol, chiffre d'affaires consolidé hors taxe du premier trimestre qui commence en avril pour la société, c'est-à-dire avril-juin, est en augmentation de 48%, et puis en dehors de ces titres de société de progression rapide, il y a d'autres sociétés où l'on croyait que les ressources faisaient tout à fait défaut, qui d'un seul coup font preuve d'une vitalité insoupçonnée. C'est le cas notamment du groupe de Wendel. Il semble que la société qui regroupe les intérêts de la famille serait toute disposée à racheter les 34% de Marine Fermini que contrôle Empin Schneider. Vous savez que le tribunal de commerce a demandé à Empin Schneider de revendre ces 34% de Marine. Eh bien, les de Wendel seraient tout disposés à les reprendre et en même temps peut-être à reprendre des intérêts dans une entreprise sarroise, ce qui marquerait un retour en force des de Wendel dans la sidérurgie. Sur le marché de l'or, on baisse sur les pièces et sur le lingot. Seule la barre est en léger progrès à 23 880. Non, je crois que même la barre maintenant est en baisse. Les mines d'or, vous l'avez vu, baissaient également. Business Week, le journal américain, signale qu'il y aurait un accord entre les pays européens pour empêcher une hausse de l'or à partir du moment où les Américains auront le droit d'en acheter librement, et ce moment-là, ce sera l'année prochaine, on ne sait pas encore quand exactement l'année prochaine, mais il y aurait, selon le journal américain, une entente entre les Européens pour éviter une flambée des cours de l'or. Le Pinay Giscard à 462 est en baisse, il cotait 467 vendredi. Si vous voulez rentrer à Paris par l'autoroute Nord, faites attention, il y a une manifestation des transporteurs routiers à peu près depuis Roissy jusqu'à la porte de la Chapelle. Le trafic est très lent, en tout cas à 13h21, au moment où j'ai reçu cette dépêche, dans le sens Paris-Province, sur cette même autoroute Nord, le trafic était normal. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne après-midi et si vous le voulez bien, nous nous retrouverons à 19h45. Merci.